Alors bonjour à tous et merci d'être là pour la première édition des Démo Days, ce qu'on appelle les Démo Days du Wagon, qui va être filmé aujourd'hui et qui est live d'ailleurs. D'abord, je voulais remercier The Family, qui nous a permis d'utiliser le rez-de-chaussée et d'envahir le rez-de-chaussée, et Oussama Hamar, un des partenaires de The Family, qui s'est joint à nous pour être juge des pitchs qui vont être faits aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en fait? On a donc le Wagon, c'est un bootcamp, un camp d'entraînement intensif à la programmation. Et il y a 9 semaines, il y a 20 étudiants qui ont débarqué chez nous et qui ne savaient pas coder. 7 semaines après, ils ont attaqué 2 semaines de projet. Et aujourd'hui, en fait, on présente le résultat de leurs 2 semaines de projet. C'est un peu le spectacle de fin d'année, quoi, de récré voilà, sans chorégraphie. Du coup, là, ils vont tous passer les uns après les autres. L'idée, c'est de faire un truc un peu bienveillant parce que la présentation va se faire live. Donc, on les a obligés à mettre leur app en ligne, ce qui est assez difficile. Et donc, il y a le dieu démo qui règne sur ce qui va se passer là maintenant. Donc, on n'est pas à l'abri d'un crash. Et le deuxième point, c'est qu'effectivement, il y a 9 semaines, aucun d'entre eux ne savait coder. Donc, ce que vous allez voir là, c'est vraiment le résultat de 10 jours de travail après 9 semaines d'apprentissage chez nous. Ils ne savaient pas coder au début. Donc je vais laisser le premier projet présenté. Je crois que c'est Crowd. Alors, je les laisse pitcher. Ensuite, Oussama fera un petit feedback sur leur pitch et sur leurs produits. Et puis on enchaînera. Voilà. À tout à l'heure. Alors, bonjour à tous, on va vous présenter Crowd. Alors, Crowd, c'est l'outil parfait pour répondre à la production aux besoins en production de contenu pour les réseaux sociaux des marques. Parce que Crowd connecte n'importe quel créatif avec n'importe quelle marque. Bah, c'est tout simple. Avec un site sur lequel les créatifs vont venir proposer du contenu et les marques vont venir sur le site pour acheter ce contenu afin de pouvoir le republier sur Facebook, Twitter ou Instagram. Donc on va commencer la démo. Je me présente. Donc je suis Maxime, je suis un créatif. Mon problème aujourd'hui, en fait, c'est que ce soit en CDI ou en freelance, pour proposer une création aux marques, je suis obligé de passer par une agence de pub qui a répondu à un projet. Et je vais avoir des directives de mon directeur de projet et je vais pas pouvoir proposer mes propres créativités à différentes marques alors que j'ai des idées tous les jours. Donc je vais vous montrer comment Crowd me permet de faire ça, de proposer mes idées aux différentes marques. Je me connecte. Donc là j'arrive sur la page qui montre les dernières news sur Crowd, ce que les différents designers ont présenté. Donc vous voyez quelques-unes de mes propositions. Pour le slip français, Eva Jolie Slip, c'est assez marrant. Donc j'ai bossé sur une petite présentation, enfin sur une petite publication en fait pour Oasis. Je vais vous montrer comment on crée un post. Donc on va sur Publish. Donc je sélectionne la marque que je veux targeter. Derrière, donc j'ai fait une campagne qui s'appelle La vie si je mangue. J'upload une picture. Donc ça c'est la picture sur laquelle j'ai bossé, la petite campagne sur laquelle j'ai bossé. Donc sur Crowd, j'ai une cote qui évolue en fonction des likes et des achats des différentes marques. Moi, ma cote personnelle, elle est à 150 €. Là, en fait, je vais la mettre à 80 € étant donné le boulot que j'ai consacré là-dessus. J'ai les designé pour Facebook, Twitter, et je vais uploader mon fichier HD pour que les marques puissent ensuite uploader directement sur les réseaux sociaux si on me l'achète. Je clique sur Create a Post. Et donc là, je vois que mon post a été envoyé sur Crowd et je peux attendre des nouvelles d'Oasis si ça leur plaît, on verra. Donc je me déconnecte et je vais passer la parole à une marque maintenant. Donc moi je suis Oasis et je vais me connecter pour voir un peu ce que les créatifs ont fait sur Crowd. Alors je vois là que j'ai une petite notification. On va voir ce que c'est. Donc j'ai un nouveau post. Bah, c'est ce post-là, oui en effet. Donc la vérité si je manque 3, mes petits fruits séfarades. Donc j'aime bien, je vais mettre un petit coup de cœur parce qu'on verra peut-être que je l'achèterai plus tard. Donc Maxime a l'air de faire des choses assez sympas, on va regarder ce qu'il fait. Donc voilà Maxime, les posts, on voit qu'il fait de belles photos pour Red Bull. Un peu moins vite s'il te plaît. Le joli slip, ouais c'est sympa. Michel Augustin. Ok.
Bon, on va voir un petit peu ce que les créatifs ont fait pour moi ces derniers temps. Donc on va sur le profil, on voit que j'ai une toolbox que je mets à disposition des créatifs où je vais mettre un peu mes guidelines, ma stratégie de com, enfin ce que je peux leur révéler, mon logo, mes petits fruits Oasis, etc. Donc là on regarde un peu les posts qu'il y a eu. Fruit Style de Gérard Manjouy, sympa. Bon, pas très bien, j'aime pas du tout là, c'est passe. Alors I love moi, ouais, ok, c'est sympa. Bon, on va voir un petit peu les différents coups de cœur qu'on a eus, voir si on en achète quelques-uns. Donc là, on voit, j'ai mis dans mes coups de cœur Yes Fruit Can et La Vérité Si Je Mangue. J'ai bien aimé La Vérité Si Je Mangue, donc je vais l'acheter. Là, oui, donc je confirme un peu mon achat. Et je download le fichier pour avoir les fichiers en bonne qualité. Et là, je viens de recevoir un message de confirmation disant que j'avais bien poursuivi un achat sur Crowd. Merci à tous. Donc, je laisse la main à Oussama. Bravo, c'est très impressionnant pour 2 semaines de travail. Moi, maintenant, j'aurais plus d'excuses pour pas engueuler mes startups. Alors, d'abord, sur le pitch, la petite blagounette du début en mode tic-et-tac, c'est à proscrire dans les pitchs. Franchement, je vous ai mis moins 100 et après, vous avez rattrapé pendant tout le truc. C'est quand même dommage de démarrer aussi mal. Après, en termes de produits, c'est sympa. Le besoin est bien cadré. L'exécution est super dans un monde imaginaire où les marques n'ont que ça à faire à aller voir des posts. Mais franchement, l'exercice est vraiment stylé. Le rendu est sympa. Si je peux juste me permettre une remarque produit, et c'est valable pour tous les gens ici qui vont faire des produits, les produits ont besoin de mise en scène. Et tu vois, tu as un créatif, tu as une marque qui achète le boulot d'un créatif, elle appuie sur le bouton order, c'est hyper frustrant parce qu'on n'a même pas compris que tu avais acheté. Tu as tout de suite le bouton download. Tu devrais au moins avoir, je sais pas, un GIF animé qui dit bravo, tu as permis à un créatif de manger des pâtes ce mois-ci, grâce à tes 80 € en échange de ses heures de travail. Et ça aurait tout de suite mis la bonne ambiance. Mais si tu rajoutes juste, n'oubliez pas, les bons produits sont des histoires de mise en scène. Regardez le premier iPhone. Le premier iPhone, il n'y a pas vraiment un téléphone. La batterie dure 4 heures, il n'y a pas d'app, il n'y a rien du tout. Par contre, le swipe, il est magique. Et tout le monde a retenu ce moment magique où Steve Jobs swipe. Et c'est aussi ça le travail sur les produits, c'est la mise en scène. Mais sinon, vraiment, c'est vraiment pour faire du feedback. Hein. C'est vraiment super bien, bravo. Alors les prochains, c'est Parole, donc, avec Valentin, Sophia, Amélie et Jean. Bonjour à tous, je m'appelle effectivement Valentin et avant d'apprendre à coder au wagon, j'ai travaillé dans la politique et je me suis aperçu que c'était quand même très très compliqué d'expliquer aux gens ce qui se passait dans le monde politique et ce qu'était une loi. Parce que non seulement ils ignorent ce qui est dans la loi, mais en plus souvent ils ignorent ce qu'est la loi. Alors qu'est-ce que la loi? On va commencer par expliquer ça très rapidement, je ne sais pas si vous voyez bien de ce côté. Voilà. Il faut voir très simplement la loi comme des modifications qui sont apportées dans les codes de loi, qui eux sont toutes les lois en vigueur. Et là où ça devient difficile, c'est qu'évidemment il y a 70 codes de loi et plus de 10 000 articles de loi en France. Comment on va faire pour rendre ça un peu plus concret? Si aujourd'hui je veux faire une recherche, j'ai entendu parler de la loi Macron, je veux monter une start-up et j'ai découvert dans un article du Monde que l'article 35 de la loi Macron travaillait à modifier le financement des start-up. Alors, je vais sur le site de l'Assemblée nationale, c'est un petit peu compliqué, mais là, je vais pouvoir le trouver effectivement dans les documents parlementaires, les projets de loi, etc., etc. Il y a toute une navigation qu'on vous a épargnée parce que vous mettez 5 minutes pour arriver jusqu'à l'article 35 de la loi en question. Donc, effectivement, sur l'onglet suivant, si vous faites une recherche article 35, vous avez d'abord l'explication de l'article et puis l'article lui-même. Et si on lit ce qu'il y a écrit, le Code général des impôts est ainsi modifié. À l'article 163 bis G, au second alinéa du 1, après les mots « dans la société » sont insérés les mots « dans laquelle il a bénéficié de l'attribution des bons ». Donc la seule chose à comprendre ici,
c'est que c'est absolument incompréhensible pour le commun des mortels et même pour les gens qui travaillent dans la politique. Parce que ce code et cet article 163 bis G, il n'est pas disponible sur le site de l'Assemblée nationale. Il faut aller sur un autre site, qui est peut-être encore pire en termes de design, Légifrance. Là, il s'affiche en plus pas très bien, c'est pas très gentil pour eux. Mais une fois là, vous avez un module de recherche un petit peu compliqué qui vous permet d'accéder aux articles de code en vigueur, etc., etc. Là aussi, on a fait la recherche pour vous, histoire d'aller plus vite. Ah, il faut faire la recherche alors. Donc, remets-toi sur la page d'avant. Choisir un code. Tu peux même te mettre dans la deuxième partie du site. Voilà, choisir un code et tu choisis le code général des impôts. Un peu plus bas, voilà, le premier. Un peu plus bas, voilà, là, juste au-dessus. Et dans numéro d'article, tu tapes 163. Ça ne marche pas. Alors, on tente L163. Ça ne marche toujours pas. Alors, L163 bis G. Ça ne marche toujours pas. Alors là, c'est un petit peu problématique. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir, c'est que la page de Légifrance est déjà très compliquée à utiliser. Et en plus, assez illisible une fois que vous l'ouvrez, puisque ce que vous devez voir... Ah, une méthode plus radicale. Voilà. L'article 163 bis G, c'est ça. Et le problème, c'est que là, ça ne vous dit pas du tout que c'est en train de changer. Et si vous retournez sur l'article de l'Assemblée nationale, à nouveau à l'article 35, voilà, on va essayer de repérer, après les mots « dans la société » du second alinéa du 1, on va essayer de trouver et de rajouter, alors, le second alinéa du 1, c'est donc ce deuxième paragraphe, et voilà, dans la société, c'est là. Et là, il faut voir qu'à terme, une fois la loi votée, il y aura écrit dans laquelle il a bénéficié de l'attribution des bons. C'est un peu technique, je ne maîtrise pas le fond du dossier, mais en tout cas, là aussi, l'outil est assez pourri, et même pour des professionnels du droit et de la politique qui l'utilisent au quotidien, c'est très compliqué à comprendre. Le seul avantage de Légifrance, et c'est ce qui justifie qu'il soit consulté 1,5 milliard de fois par an, le seul avantage de Légifrance, c'est qu'ils ont toute la base de données des codes et des textes de loi. Et bien avec Parole, on a créé l'outil qui annule toutes ces frictions et qui vous permet de visualiser beaucoup plus simplement les différents textes en discussion. Et donc là, on est sur la page qui traite justement de cet article 35 de la loi croissance et activité, donc la loi Macron, et on voit que ça modifie l'article 163 bis G du Code général des impôts, qui est reproduit en dessous, et chaque petite zone en bleu, ça va du coup être une des modifications. Et donc si on clique sur une de ces modifications, on voit que la loi, l'article de loi, ajoute les mots qui sont là, et que là, ça ajoute la phrase, et si on donne quelques autres exemples, on voit des textes qui sont supprimés, des textes qui sont modifiés. Donc par exemple, on ne parle plus de communauté européenne, mais d'Union européenne, donc c'est simplement une modification. Là aussi, et peut-être celle-ci, peut-être alors remonte un petit peu et prend la troisième modification, qui elle aussi est assez parlante. Voilà, la troisième. Tout simplement, c'est un paragraphe de texte qui a été réécrit, et on voit l'ancien paragraphe, et en parallèle, le futur paragraphe qui sera en vigueur une fois la loi votée. Ça, c'est donc ce que permet Parole. Et en fait, en construisant cet outil, on a d'abord scrappé toute la donnée, donc récupéré toute la donnée des sites comme Légifrance, du site Légifrance d'ailleurs, ce qui nous permet d'être à égalité avec eux en termes de maîtrise de l'intégralité des codes de loi, des articles en vigueur. Et ensuite, on s'est aperçu que finalement, le processus d'élaboration d'une loi, je vous ai présenté très brièvement tout à l'heure, ressemblait pas mal en fait au workflow des développeurs qui utilisent GitHub. Et finalement, une loi, c'est simplement une branche qui sort du code, un article et une autre branche qui sort de la loi, qu'on va pouvoir commenter. On va pouvoir, à chaque intégration nouvelle, rajouter des commits, parfois fermer des branches, et puis parfois les merger, comme on dit, dans notre texte de loi, puis ça va être rediscuté. Et une fois la loi adoptée, on va réintégrer
cet élément dans notre code, qui est donc notre master, pour l'analogie avec GitHub. Voilà à quoi ressemble Parole. Avec Parole, on va disrupter la politique et la création de la loi. On en est assez convaincu. Ça va se faire en 2 étapes. La première, c'est de rendre accessibles et intelligibles tous les textes de loi. Ça, vous avez vu la démonstration. Et la deuxième étape, ce sera de rendre cet outil participatif et collaboratif afin de commenter en temps réel ce qu'il se dit à l'Assemblée, au Sénat, dans la presse, et donc d'avoir vraiment un espace de démocratie directe. Ainsi, après avoir, dans un premier temps, rendu un outil de lecture à tous, on va leur permettre d'écrire la loi. Et donc, après cette première étape, on va pouvoir redonner aux citoyens la parole. Je vous remercie. Merci, bravo, c'est très impressionnant. Alors, je vais essayer de structurer mes feedbacks toujours en 3 parties. Sur la forme du pitch, c'est dommage que ce soit poussif. Et poussif parce que je pense que le fait que les J-France soient mal foutus. Qui ici a déjà été sur les J-France? Bon, tu vois, à mon avis, en 4 secondes et demie, c'était réglé comme histoire. Je dis, les J-France est mal foutu, vous êtes d'accord? Voilà, tu vois. Même s'ils sont endormis, ça marche. Maintenant, sur le projet, je trouve le projet trop stylé. Vraiment. Je ne sais pas si c'est sérieux comme projet, si tu as envie de le faire. Mais je pense que... Qui a trouvé ça bien? Voilà. J'ai vraiment rien à rajouter, c'est vraiment très très impressionnant. Maintenant, en termes de code, parce que c'est quand même un code bootcamp, ce qui aurait été intéressant, c'est d'essayer de montrer une petite dimension collaborative autour de ça. Et je trouve qu'il manquait juste une petite touche de Rap Genius. Tu connais Rap Genius? Voilà, mais voilà. Si je peux me permettre, s'il y a vraiment un sens dans lequel aller, c'est devenir le Rap Genius de l'EJ-France. Et je pense que ça, c'est un projet qui... Enfin, il y a tellement de gens qui ont tellement de temps libre et qui ont tellement envie de parler de politique que par définition, le market fit est assez évident. Donc bravo, vraiment. Sonia et Elias pour Fabili. On va s'arranger pour le site. Moi, je vais vous parler d'abord de Fabili. Donc voilà, pas faire la faute entre famille et Fabili. Donc Fabili, c'est une plateforme qui va s'adresser donc aux designers, aux entrepreneurs, aux makers, aux personnes en fait qui ont besoin de réaliser une pièce à l'aide d'une machine de fabrication, donc ils n'ont pas forcément de connaissances dessus, qui coûte cher en général. Et donc ils vont venir sur cette plateforme et ils vont rencontrer une communauté de makers qui va pouvoir leur fabriquer cette pièce à moindre coût. Donc pour prendre mon exemple, moi avant de venir au wagon, j'étais aux arts et métiers et on avait accès à tout un parc machine qui était franchement incroyable, qu'on pouvait utiliser pour des projets perso. Et plusieurs fois, on m'a demandé de faire des pièces pour des potes, pour des petits trucs, des trucs de ce type par exemple. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait avec une découpe plasma. C'est finalement pas si dur à faire que ça par comparaison avec l'impression 3D qu'on voit se développer énormément en ce moment. Et donc il y a de plus en plus de gens qui ont ces connaissances, qui savent réaliser ces pièces et qui sont disposés à les faire pour d'autres personnes à un prix qu'ils auront décidé. Donc sur cette plateforme, on pourra uploader un fichier, avoir une estimation rapide du coût de fabrication et pouvoir échanger avec différents makers qui seront en capacité de réaliser ce produit pour nous. Donc on va commencer, je pense, la démonstration. Donc je suis un maker, je veux donc mettre ma machine en ligne, j'ai accès à une découpe laser, je vais vouloir la mettre en ligne. Donc voilà, je me fais mon compte. Et je vais pouvoir, donc on avait tout prévu, tout était calé et apparemment le compte ne marche pas. Donc voilà, je suis signé sur Fabili et je vais pouvoir donc me rajouter une machine, une découpe laser.
Donc voilà, d'abord je me crée un workshop. Donc c'est en gros l'endroit où je vais, où j'aurai mes machines et où les gens pourront éventuellement venir les récupérer s'ils le souhaitent. Donc voilà, je vais ajouter ma machine. Donc j'ai une découpe laser par exemple, on va dire une Speedy 300. Donc voilà, j'ai une machine ultra performante qui permettra de faire plein de types d'objets. Donc pour vous montrer un exemple, j'ai normalement dans la poche, voilà. Ce qu'on peut faire avec une découpe laser, ça permet de faire des gravures, ça permet de faire des découpes. Et donc, bon, on voit pas très bien d'ici du coup, mais vous pourrez venir voir à la fin. On peut faire autant des petites découpes comme ça, des petites gravures, que de plus gros objets. Donc voilà, j'ai mon profil. Je vais pouvoir, donc voilà, je vois les autres personnes donc, qui ont uploadé leur machine. Moi, je suis ici. Bon, j'ai pas mis de photo, mais c'est pas très grave. Maintenant, je vais attendre qu'un designer me contacte ou qu'un entrepreneur ou que quelqu'un qui veut faire son prototype me contacte pour réaliser sa pièce. Donc là, voilà. Sonia est designeuse. Designeuse intérieure, elle a besoin de réaliser une petite plaque en bois. Donc elle va aller chercher des machines à Paris. Voilà. Donc là, elle trouve mon workshop, elle trouve ma machine, elle va pouvoir choisir le bois, mettre une description. Elle a son fichier qui est déjà prêt, qu'elle va pouvoir m'envoyer via la plateforme. Yes. Et voilà. Nice. Alors. Bon, elle m'a envoyé sa pièce. Disons, on va faire peut-être 100, c'est pas grave. Du coup, elle m'envoie sa pièce. Moi, je reçois sa pièce. Je vais pouvoir lui proposer un prix pour sa pièce. À partir des données qui seront fournies par le site, je vais pouvoir savoir estimer combien ça va me coûter, à combien sont les autres personnes qui fabriquent ce genre de choses. Et je vais pouvoir donc lui proposer un prix en retour. On va pouvoir échanger des messages, on va pouvoir se mettre d'accord sur le prix. Et à la suite de ça, si elle est d'accord, elle accepte, elle m'envoie, je reçois sa pièce, je la download, je l'imprime, enfin je la découpe, et rapidement, elle l'obtient à un prix réduit, et donc elle obtient sa pièce de découpe qui est là, voilà, et qui donc, voilà, qu'elle avait juste à partir d'un PDF, qui est un fichier vectoriel. Donc voilà, le fonctionnement de Fabili. Désolé pour ce petit désagrément. Bah, désolé pour le démo effect. Est-ce que c'est important de savoir où dans Paris est la machine quand on est dans Paris intramuros? Pourquoi? D'accord. Juste un seul feedback. Tu peux revenir? Non, tu peux pas revenir sur le truc. Sur la page où il y avait les différentes machines. En fait, le site entier est construit comme si c'était aussi important d'avoir des machines. Disons que le site est construit comme si le nombre de gens qui avaient des machines était égal au nombre de gens qui est découpé. Tu vois, là-haut, il y a marqué find the machine, add the machine. Et tout le site, et même quand tu rentres sur les pages, tu vois, là, quand tu indiques le lieu, bah, en fait, tu commences à voir les machines. Vas-y, rentre dans Paris, effectivement. Et là, en fait, tu as une vision géographique sur la droite et une vision par machine. Et en fait, là, je pense que sur un produit comme ça, vous êtes passé à côté de l'essentiel qui était un moteur de recherche. Vous auriez pu avoir un design bien plus pourri. Et après, je sais pas si c'est un projet sérieux ou pas. Si c'est un projet sérieux, il faut tout reprendre à zéro. Et il faut le prendre du point de vue comment faire pour que les gens trouvent les caractéristiques techniques. Nous, nos entrepreneurs hardware, quand ils cherchent une machine, ils ne cherchent pas une machine par lieu. Ils cherchent une machine parce qu'ils cherchent telle puissance de laser, tel type de découpe, tel machin. Et là, il n'y a pas un moteur de recherche avec des critères. Parce que si, par exemple, la seule découpe laser disponible pas chère, elle est à l'autre bout de Paris,
Je pense qu'en tant qu'entrepreneur hardware, je m'en fous. Je vais y aller, je vais faire ce qu'il faut faire en tant que distance. Donc j'ai pas l'impression que le critère le plus important soit la distance, mais je pense que le critère le plus important c'est les machines. Et la deuxième chose, c'est que le nombre de machines par définition, ça scale pas. Tu peux avoir quelqu'un derrière le téléphone et qui gère à la main le fait de rentrer les machines et leurs caractéristiques, alors qu'à l'inverse, avoir des gens qui vont utiliser ces machines, c'est ça la partie scalable. Et quand vous faites un projet, pensez toujours à surtout sur une marketplace. Tous les gens qui font des marketplaces, je ne sais pas s'il y en a beaucoup là, mais une marketplace, il y a toujours il y a une forme à la main, une forme scalable. Et traiter les deux sur le site internet dès le premier jour, c'est une erreur. Par exemple, Airbnb, aujourd'hui, quand tu rajoutes un appart sur Airbnb, c'est toujours un truc qui scale pas. Ils t'envoient un type à la maison faire les photos, ils envoient en Inde un rédacteur écrire l'annonce, et pourtant, c'est des centaines de milliers d'apparts sur Airbnb. Mais sauf que des centaines de milliers d'apparts, c'est un stock limité. C'est pas les millions de gens qui commandent tous les jours des apparts. Donc tu vois, vraiment en termes de design, à partir du moment où tu es clair sur qu'est-ce qui scale et qu'est-ce qui scale pas, ça te permet, de traiter par email en fait la partie qui scale pas. Et c'est bien plus efficace parce que tu peux être précis, tu peux faire des interviews. Et ça permet de traiter la vision recherche pour ce que c'est, c'est-à-dire une vision avec des cases à cocher et des multi-critères pour trouver la machine idéale. Mais sinon, bravo, c'est 15 jours, quoi. Merci. Bonjour à tous, on va vous parler de The Pixeler. The Pixeler, c'est la place de marché pour vendre, acheter et collectionner de l'art numérique. Donc on travaille avec des artistes qui produisent leurs œuvres sur iPad, sur tablette graphique, et on commercialise leurs œuvres sous forme de tirage papier en édition limitée. On a lancé le site il y a quelques semaines, donc on a déjà un front, on a déjà une boutique qui a été faite sur Shopify. On a quelques artistes, on a quelques ventes. Et en fait, ce qui est extrêmement compliqué, c'est que le process d'inscription pour les artistes et le process pour mettre en ligne les œuvres est extrêmement compliqué. Donc il doit s'inscrire sur le site, on doit les valider, on discute avec eux par email, et ensuite ils nous envoient les créations par WeTransfer, en échange par mail, ils nous envoient les données type titre, description, toutes les informations de profil. Donc finalement ça prend énormément de temps. Et ça, c'est que la partie upload des products, parce qu'après, il y a la partie vente, où ça part en production, en print on demand auprès d'un prestataire, d'un imprimeur. Donc, c'est ultra chiant, quoi. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est simplifier tout le process. Et donc, on a créé une app sous Rails qui est connectée à l'API de Shopify. Donc, on va se mettre donc dans la tête d'un artiste qui arrive sur le site et qui va pouvoir éditer son profil, mettre à jour sa bio, mettre à jour son image de profil. Il va pouvoir mettre en ligne sa signature également. Donc on en est là pour l'image. Il va mettre en ligne sa signature qui va servir pour le certificat d'authenticité. Et voilà, toute sa partie profil, son nom, son prénom, sa description et tout ce qui concerne ses réseaux sociaux. Par la suite, il va pouvoir mettre en ligne sa première création, sa première œuvre. Donc tout ça, c'était de WeTransfer, c'était relou. Et là, ça prend quelques secondes. Et donc la partie mise en ligne se passe bien si on ne va pas trop vite. Et ouais, un tout petit peu vite. On a supprimé quelques validations pour la démo, donc voilà. 3 ouais, ça fait 3 mégas, donc c'est quelques secondes. Il y a une belle animation, en plus il y a une flèche, c'est hyper sympa. Vous allez voir, il y a un gros suspense, c'est le Wi-Fi, peut-être qu'il n'est pas quali. Non, pardon. Non. Bon, c'est pas grave. Ah bah voilà. Donc cool. Et ensuite, il peut rentrer le nom de l'œuvre, sa description et toute la taxonomie autour de l'œuvre, la date de création. Bon. Il n'y a rien de personnel. Hein. Ensuite, sur quel device il a réalisé, donc ça c'est un iPad, il l'a fait avec Stylus, sur l'application Paper 53, il va définir ses catégories et les couleurs principales qui ont été utilisées dans l'œuvre. Et ensuite, son orientation. Voilà, il va pouvoir ensuite définir son prix et le nombre d'éditions, parce qu'on est sur des séries. Et vérifier, avant de soumettre, tout le détail de sa création. Une fois que c'est soumis, ça part en modération auprès des administrateurs. Et donc, on va pouvoir se mettre dans la peau, désormais, d'un administrateur. Voilà, donc l'œuvre, elle apparaît
ici. Il va pouvoir faire un review, contrôler que tout est bien correct et procéder à la mise en ligne de la création. Bam. Il accepte et c'est là que ça va tourner. Et là, c'est pushé directement sur Shopify. Voilà. Et donc, dans l'autre back-office, on va pouvoir voir que l'œuvre a bien été mise en ligne. Il y a un gros travail là sur les API, c'était assez chouette. C'est le moment où j'essaie de gagner un peu de temps. Voilà. Et donc dans la partie produit, on va bien voir que l'œuvre apparaît. Donc il y a ce flux dans un sens, mais il y a aussi l'autre flux. Dès qu'il y a une vente, il y a un système de webhook et ça va apparaître dans la partie administrateur. Il y a eu une vente et ça va également apparaître dans la partie dans l'espace de l'artiste. Et dans son dashboard, il va pouvoir visualiser ses ventes et ouais, tu peux mettre les ventes. Voilà. Bon, s'il y a une vente, ça apparaît ici en tout cas, et même à travers l'interface administrateur, on peut envoyer ça en production directement auprès de l'imprimeur, donc c'est branché au niveau de l'API de l'imprimeur. Et voilà, donc c'est un process qui est extrêmement simplifié par rapport à ce qu'il y avait avant, et voilà, on est dans une logique de marketplace, c'est le feedback des clients, c'était il n'y a pas assez d'artistes, donc c'est pour répondre à cette problématique-là. On vous remercie. Bravo. Alors, tu peux juste nous expliquer pourquoi il y aura plus d'artistes, d'après toi, grâce à ça? Parce que, je sais pas s'il va y avoir plus d'artistes, mais en tout cas, ça va simplifier énormément le process. D'accord. Parce que là, c'était un frein même. Dès qu'il y avait un nouvel artiste, c'était waouh, c'est cool, mais c'est galère, quoi. Même dès qu'il y a une vente, c'était l'angoisse. Au lieu que ce soit le fruit, c'était l'angoisse. D'accord. Et comment vous faites pour trouver des artistes? Il y a le réseau et on va chercher sur les salons, sur les sites. D'accord. Et je trouve c'est vraiment un beau boulot. Alors, Com à côté de moi essayait de me dire quelque chose depuis tout à l'heure. Il me disait oh là là, il faut faire un travail de design. Puisque lui, il est photographe et tu vois, il n'a pas envie de venir vendre tes photos parce qu'il ne trouve pas ça très beau. Mais sinon, moi, j'ai trouvé ça très fonctionnel. Par contre, je suis inquiet par rapport à ton pitch parce que je pense que ce que tu as fait, c'est une façon pour pouvoir traiter plus d'artistes, mais ce n'est pas une façon d'avoir plus d'artistes. Et c'est juste pour être sûr et appuyer mon feedback là-dessus. Et alors maintenant que vous savez tous coder, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est le moment où les emmerdes commencent. Parce que vous croyez peut-être que coder, ça donne des pouvoirs magiques. Mais coder, ça n'apporte pas des clients. Coder, ça permet de faire qu'on puisse gérer des clients. Et ça permet de résoudre des problèmes de riches. Mais le problème de pauvre qui est de convaincre des artistes de venir vendre sur ta plateforme, ça malheureusement, c'est un autre travail. Mais sinon, bravo. Est-ce qu'on va avoir Yann avec My Épicerie ou pas? Attention, quoi, suspense. Bah, pose là peut-être un... Voilà. Ok, donc je laisse Yann vous présenter son application. Alors, bonjour à tous. Moi personnellement et dans mon entourage, on a tous connu un problème, c'est qu'au moment de trouver une épicerie, donc tard le soir ou à n'importe quel moment de la journée, quand on en a besoin instantanément, on n'en trouve jamais, mais quand on en cherche une quand on n'en cherche pas, pardon, et on en trouve toujours énormément. Donc moi justement, ce que j'ai pensé à faire une application, un site qui soit utilisable comme application mobile pour pouvoir trouver une épicerie la plus proche de soi et à un instant T, donc à un instant précis. Donc on doit cliquer juste sur le bouton. Donc ça nous affiche les épiceries qui sont ouvertes. Et donc par rapport au plus proche de soi, si elles livrent ou pas, et donc on peut ou les contacter, ou sinon on peut se rediriger vers le lieu avec ce système GPS. Donc on pourra utiliser le GPS interne du téléphone, donc pour l'iPhone ça sera le plan, pour un Samsung ça sera Google Maps. Ou sinon, on pourra installer Google Maps ou même Waze. Donc, ça va nous rediriger.
Mais c'est un peu quoi. Donc, pour revenir à l'application, donc on peut également accéder à la page de l'épicerie pour savoir où elle est située, pour avoir ses coordonnées, donc savoir les horaires précises à l'heure d'ouverture et l'heure de fermeture. On peut également partager la page en question sur Facebook ou sur Twitter. Et donc de la page aussi, on peut également naviguer vers un point, vers l'épicerie en question. Merci. Bravo Thomas. C'est la deuxième app que j'ai envie d'utiliser aujourd'hui après des paroles là. C'est super bien, c'est super propre, c'est straight to the point. Mais juste un truc que j'ai raté, les gens peuvent rajouter une épicerie, c'est ça? Ah oui, tu l'as pas fait, d'accord, ok. Mais c'est un bon aspect des choses. Qui a été en galère d'épicerie le soir ici? Voilà, tu vois, toute évidence, tu as un market fit. Donc si tu es sérieux à propos de cette idée, tu devrais te lancer. Et ce que tu devrais faire, c'est finalement, c'est pas tant de compter sur les gens, j'y crois pas trop à ça. Par contre, devenir un scrapper bourrin et prendre des gens à Madagascar qui appellent toutes les épiceries de Paris une par une. Nous, on a une boîte chez nous, elle s'appelle Star of Service. Ils ont 40 personnes à Madagascar. Et ils appellent des pros toute la journée. Et c'est hyper efficace pour constituer des bases de données et ça coûte rien du tout. Donc, des fois, vous savez, les solutions informatiques ne sont pas toujours les meilleures. Il faut toujours faire le coût développement sur exécution. Et vraiment, de la force de travail dans des pays à bas coût, il y en a plein. Mais sinon, bravo, bon courage. Donc là, on enchaîne avec Tennis Match de David et Sacha. Gros site. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le tennis amateur, on a identifié deux problèmes majeurs. D'une part, pour les joueurs, c'est très compliqué de s'inscrire à un tournoi de tennis parce que le mode d'inscription est assez archaïque en fait. On est obligé d'envoyer une enveloppe avec un chèque. Quand on se rend le jour du tournoi, à sa première convocation pour son match, on doit venir avec sa licence et son certificat médical sous peine d'être exclu du tournoi. Et du côté des juges arbitres également, c'est assez compliqué parce qu'ils ont une base de joueurs. Ils doivent appeler tous les joueurs quand on les convoque. Alors peut-être qu'il faut que je vous explique un peu. Les juges arbitres, en fait, ce sont ceux qui organisent les tournois de tennis pour la Fédération française de tennis. Et comment fonctionne un tournoi de tennis? Ça fonctionne par convocation. En fait, les juges arbitres convoquent les joueurs un jour à une heure précise. Enfin, ils convoquent deux joueurs en fait pour un match un jour à une heure précise. Et les joueurs doivent venir ici. Ils doivent venir à l'endroit du tournoi. Et donc c'est compliqué la gestion de ce tournoi pour les juges arbitres qui sont soit obligés de convoquer les joueurs par téléphone, soit par mail. Une fois sur deux, ça arrive dans les indésirables. Donc voilà, c'est ces deux problèmes qu'on a identifiés et qu'on a voulu régler avec Tennis Match, qui est donc à la fois une solution d'inscription pour les joueurs de tennis à leur tournoi de tennis et une solution de gestion pour les juges arbitres. Donc, on va commencer. Je suis juge arbitre, je suis Jean-Michel, juge arbitre, et je veux ajouter mon tournoi sur Tennis Match, le référencer pour que les joueurs puissent le trouver. Donc, le nom de la compétition, on va mettre trophée du Stade Jean-Bouin, comme tu veux, TC Jean-Bouin. Ville, Stade Jean-Bouin, c'est à Paris. Masculin, homme. Catégorie senior. Adresse d'installation, bon, c'est au Stade Jean-Bouin, donc on va mettre Stade Jean-Bouin. Le tournoi commence le 6 mars et finit le 14 mars 2015. Les frais d'inscription s'élèvent à 20 € et le club organisateur, c'est le TC. Ok. C'est le Stade Jean-Bouin. Donc on soumet ce tournoi à validation. Alors là, effectivement, on a un petit message qui remercie le juge arbitre pour l'ajout de son tournoi. Et en fait, c'est l'équipe de Tennis Match qui va valider ce tournoi parce qu'on ne veut pas que ce soit n'importe qui ajoute des tournois. Il faut qu'on soit sûr que c'est un tournoi qui est bien référencé par la FFT et qui existe vraiment. Donc nous, on appellera les juges arbitres et on vérifiera si le tournoi existe vraiment et que c'est du sérieux. Donc là, on va dans le back-office, vous avez accès au backstage et on l'accepte. Voilà, TC Jean-Bouin, accepté. Donc maintenant, moi je suis un petit joueur de tennis, je m'appelle Roger,
Pour me remettre un peu en jambes, j'ai décidé de faire un petit tournoi à Paris, au TC Jambouin. Donc je cherche, je vois qu'il y a le TC Jambouin qui est là. Et ah bah tiens, je peux voir sur la carte où est le TC Jambouin, donc c'est facile en plus de me repérer. Et je vais m'inscrire au tournoi. Je vais m'inscrire au tournoi en un clic. Et j'ai pas besoin d'envoyer l'enveloppe. Donc là, pour le moment, évidemment, on n'a pas encore implémenté l'interface de paiement. Mais voilà, vous avez une idée de ce que ça fera. Enfin, il y aura juste le paiement qu'il faudra implémenter. Et plus besoin d'envoyer d'enveloppe. Donc là maintenant on repasse, Jean-Michel, je repasse et je vais dans mon interface de gestion et tournoi, je suis sur le TC Jambouin et je vais gérer ce tournoi. Alors tu peux cliquer sur gérer ce tournoi, Sacha, si tu en as envie. Ça charge? Ah ok. Bon alors là, qu'est-ce que je vois? Roger Federer qui s'est inscrit à mon tournoi du TC Jambouin. Bon. Au début, je pourrais penser que c'est une prank. Donc, je vais aller sur le profil du joueur pour checker si c'est bien lui. Ah bah dis donc, ouais, c'est bien lui. Sympa. Donc, je vais le confirmer dans mon tournoi. Voilà, donc là, j'ai confirmé son inscription. Et là, ok, on peut voir, moi, Roger Federer, je me reconnecte et je vois que j'ai bien été confirmé au TC Jambouin. Voilà. Donc, je suis content. Sauf que là, maintenant, en tant que juge arbitre, je vais vouloir convoquer mes joueurs à une date précise. Donc là maintenant, Roger Federer, il doit jouer contre quelqu'un. Donc, sauf que ce quelqu'un, ce Rafael Nadal, il connaît pas Tennis Match. Donc lui, il a envoyé une enveloppe à l'ancienne et tout. Là, on a créé une interface qui permet en fait de le rajouter à la main, ce Rafael Nadal. Et donc on l'inscrit à la main, ça lui envoie directement un petit mail pour l'inviter à rejoindre Tennis Match. Vas-y. Ça charge. Donc maintenant, on a bien Rafa Nadal et Roger Federer qu'on veut faire jouer ensemble, et on convoque les deux joueurs à une date, à une heure précise. Hop là, heure de convocation, on les trouve, ouais, 11h. Toutes les finales de Grand Chelem sont à 11h, donc c'est cool. On envoie les convocations. Là, bon, pour le moment, ça ne le fait pas encore, évidemment, puisque c'est un projet qu'on a codé en 10 jours, mais à terme, ça enverra un mail, un texto et une notification sur la plateforme aux joueurs. Donc plus aucun moyen de ne pas être présent. Donc là, je vais me reconnecter en tant que Roger Federer. Je suis Roger Federer, je veux voir, j'ai eu ma notification, mon texto, et je peux répondre à la convocation. Voilà, le 21/3/2015, j'accepte la convocation et je m'engage à venir. Au TC Jambouin pour jouer mon match. Et donc maintenant, si je vais côté juge-arbitre, comme on y est, voilà, tu peux refresh la page. Côté juge-arbitre, on voit bien que ce joueur a confirmé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que Rafa Nadal nous confirme également sa convocation et on pourra assister à ce match d'anthologie. Je vous remercie. Bravo. Maintenant, il va falloir remonter le son parce que. Alors, donc, premier feedback, détends-toi. Vraiment, c'est marrant, je t'entendais dire que tu étais un stressé juste avant de commencer. Tu blaguais pas, c'est pas grave, mais détends-toi. Il faut pas que les gens se sentent agressés par ton pitch. Mais c'est amical. Oui, mais c'est pas grave, ça se travaille. Alors, j'ai jamais joué au tennis de ma vie, mais je suis désolé, j'ai rien compris. Les gens aujourd'hui s'envoient des enveloppes pour jouer à des matchs de tennis. Essaye de le faire le plus simple. Qui a compris? D'accord, donc attendez, gardez la main levée. Et maintenant, les gens qui n'ont jamais joué au tennis, gardez la main levée. Tous ceux qui ont compris, ils ont joué au tennis. Et les autres, en fait, vous n'avez pas compris. Donc je suis peut-être pas dans la cible, en fait. Donc je prends ça comme un feedback, je suis pas dans la cible. Concernant la plateforme, juste un petit feedback produit, parce que quand même, c'est des trucs de code. Aujourd'hui, l'interface, elle est étrange, en fait. Parce que vous avez mis tous les boutons d'activation à des endroits bizarres. Donc, par exemple, tu vois, vous cherchez un tournoi, tu mets ajouter votre tournoi en haut à droite. Et là, donc là, tu as deux CTA, tu as deux call to action. Un qui est pour les gens qui rajoutent des matchs. Non. Comment ça? Non, ajouter votre tournoi, c'est quoi? Ajouter votre tournoi, c'est pour les juges arbitres, c'est pas sur l'interface des joueurs. D'accord, mais vous cherchez un tournoi, c'est de l'interface de qui? C'est dans les deux. C'est dans les deux. Donc, tu as des features qui sont dans les deux.
des features qui sont dans l'un et des features qui ne sont pas dans l'autre. Ouais, c'est pas possible. En fait, un produit, ça doit être pur. T'es obligé d'avoir une expérience complètement simple et pure. Et tu peux pas avoir des fonctions qui sont communes aux deux aspects. Tu dois avoir un parcours machin juge, excuse-moi, comment tu les appelles? Juge-arbitre, excuse-moi, voilà. Donc tu dois avoir un parcours juge-arbitre et tu dois avoir un parcours joueur. Et maintenant, toutes les étapes t'ont paru évidentes. Moi qui ne comprenais rien à ce que tu faisais, j'ai essayé de lire sur le site ce qu'il fallait comprendre et je ne comprenais pas. Donc de toute évidence, soit c'est un truc vraiment pour les pros, c'est pointu, c'est ça? Bon, bah, si c'est pointu... Mais tu crois qu'ils ont besoin d'un outil? D'accord, eh ben, fonce, bravo. Alors maintenant, on passe avec Négentropie, donc avec Jean-Brice, Charles et troisième, c'était Jérémy. Donc négantropie ou négentropie, on ne sait pas encore. L'idée, c'est un projet qui va essayer de faire comprendre l'art aux gens. Donc on est parti sur, je ne sais pas si vous connaissez ce site, qui est un très vieux truc qui fait une comparaison en fait entre les œuvres de Donald Judd, un artiste majeur de minimaliste américain, et du mobilier Ikea. Donc le jeu est de trouver si c'est une œuvre qui mériterait d'être au musée ou un meuble Ikea. La différence, c'est évidemment le contexte. Sur Internet, trouver du contexte pour une œuvre d'art, c'est très compliqué. Donc ça fait 2 ans qu'on développe une pratique avec un ami curateur qui consiste à indexer des œuvres d'art par rapport à de l'actualité. Donc là, par exemple, Le Pape qui démissionne, une œuvre de Maurizio Cattelan, qui semble assez simple et évidente à comprendre. Ça, c'est un projet qu'on a développé en galerie avec des expositions sur Twitter et on a terminé avec un numéro spécial de Libération. On a invité une vingtaine de curateurs. On a eu la chance d'avoir la directrice de la Kunsthalle de Zurich et de la Serpentine à Londres qui sont venus choisir des œuvres d'art pour remplacer toutes les photos qu'on trouve dans Libération. Et ce qu'on développe aujourd'hui comme plateforme, c'est un projet donc, qui permet de venir récupérer l'intégralité de ces tweets et de les indexer avec une œuvre d'art en invitant des collaborateurs, une sélection de contributeurs qui seront invités et qui vont venir, donc, en utilisant le back-office de Twitter, sur ce même protocole, poster une œuvre d'art en fonction d'une actualité. Donc c'est ce qu'on a sur la partie gauche de l'écran. Et sur la partie droite va venir se générer automatiquement une sélection d'œuvres qu'on pourrait considérer comme une exposition, qui vont donc algorithmiquement se positionner sur votre écran. Donc là, on peut se loguer en tant qu'utilisateur via Twitter. Donc là, je me connecte en tant qu'utilisateur. Si je suis un contributeur invité, donc mon profil va venir récupérer mes informations Twitter pour que je puisse après contribuer au projet. Donc je peux ensuite consulter les œuvres, les rajouter dans ce qu'on appelle une collection, donc une sélection d'œuvres qu'on peut conserver et consulter assez rapidement pour avoir des informations sur les artistes. Je peux, si elles ne me plaisent plus, les enlever. Et ensuite, les informations qui sont scrappées sur l'ensemble des sites des galeries. Pour l'instant, c'est un process en cours, mais des œuvres qui sont sélectionnées sur le site des galeries et qui vont nous permettre d'avoir des informations sur les galeries qui représentent ces artistes et les artistes similaires sur lesquels on va pouvoir donc découvrir des informations. Après le tennis, l'art contemporain. Ok. En fait, tu vas sur Twitter récupérer des œuvres d'art et tu les attribues à un artiste. D'accord. Ah, donc c'est réservé. Donc un professionnel de l'art, il vient, il voit un tweet sur Claude Guéant et il se dit telle œuvre d'art me fait penser à cette situation. D'accord. Et après, les gens, ils viennent et ils se disent Claude Guéant est en garde à vue, c'est hyper sympa. Cette œuvre d'art me fait penser à ça, c'est ça? Ah, c'est pour donner du contexte. Donc tu donnes du contexte à l'art par l'actualité. D'accord. Bah en tout cas, ça fait le job. Bon, j'ai
Je sais pas quoi dire. Ça fait le job. Aujourd'hui, tu as fait un petit scrapper qui va scraper ça? D'accord. D'accord. Mais par exemple, par exemple, donc si la personne importe telle photo, tiens, prends une photo au hasard. D'accord, de l'œuvre. Et toi, en fait, avec la photo de l'œuvre, tu vas aller chercher sur le web toutes les infos sur cette œuvre, c'est ça? Et là, tu l'as fait. Ah bah bravo, c'est impressionnant. Parce que pour scaler ça, c'est pas évident. Vous vous apprenez des vrais trucs au wagon, bravo. C'est impressionnant. Non, je suis désolé, je sais pas quoi te dire à part que... Et on peut acheter les œuvres? C'est pas fait pour ça non plus. C'est pas commercial. Bon bah c'est beau, c'est pour le geste, bravo. Et on finit avec Navbar de Jean Ederne et Fabien. Merci. Juste une précision, c'est Jean Ederne et Fabien. On est tous les deux. Donc merci à Fabien et merci à Le Wagon pour ces 2 mois. Alors, donc nous, on s'est attaqué à une question qui est simple et dont la réponse aujourd'hui sur Internet est compliquée. Qui a l'habitude de sortir dans un bar le samedi soir entre amis? Levez la main. Okay, bon, d'alcoolo. Et qui a déjà galéré pour trouver un bar? Quasiment tout le monde. Et en fait, quand vous voulez chercher un bar, donc il est un peu plus de 17h, et vous voulez chercher un bar pour prendre un verre après la démo. Et là, ça pique les yeux, vous n'avez pas du tout envie d'aller au Shannon, et surtout pas avec la personne qui joue la guitare. Et souvent, quand vous regardez les sites internet, vous avez une pléthore de choix, et c'est un peu le syndrome du film du dimanche soir. Vous ne savez pas lequel choisir, et vous passez 1 heure à faire tous les bars en quête d'information. Pourtant, je vous montrerai après. Pourtant, il y a énormément de guides à Paris pour les bars. On les connaît, les bars qui sont bien à Paris. Donc là, on voit quelques sites qui vous proposent des bars. Le problème, c'est que ils sont compliqués. Et à moins que vous cherchiez le bar vraiment très précis, où vous pouvez jouer au Trivial Pursuit en buvant un mojito fruits de mer, votre choix, il est assez simple. Vous voulez un bar qui soit ouvert, vous voulez un bar qui soit proche de chez vous, vous voulez un bar qui soit pas trop cher, et vous voulez un bar qui soit bien noté. Et bien noté, j'entends par un site qui soit indépendant, pas un site qui prend 2000 € pour poster un article dans son blog. Du coup, c'est très compliqué. Et à 3h du matin, quand vous cherchez un bar, il y a 2 solutions. Soit vous finissez comme lui, soit vous finissez au bar de la Grande Gilberte à boire une mauvaise bière devant un match de rugby américain. Du coup, vous aimeriez bien un service simple, avec une question simple, un calcul compliqué, mais une réponse simple. Alors vous pouvez appeler un pote en disant voilà, je suis à The Family, il est 17h, je veux un bar. Vous avez 2 types de potes. Un pote qui vous dit très bien, à Porte de Versailles, il y a un bar, il est fermé, mais il est vraiment bien, la pinte est à 15 €. Ok, erreur. Deuxième pote, celui qui connaît tous les bars de Paris. Et il vous dit carrément, t'es à The Family 17h, laisse-moi réfléchir. Va à tel bar, il est ouvert, la pinte est à 4,50 €, il est noté sur Google, il est noté sur Yelp, etc. Vous dites, super stylé ce pote, comment il fait? En fait, il utilise navbar.fr. Quel est le bar le plus proche, le moins cher et le mieux noté? Un seul bouton. Trouve-le. La raison est disponible. Ah si, ça va. Va au Génie. 4 boulevard Beaumarchais, Paris. Là, je peux appeler. Hop. Bon, je peux appeler si je veux. Happy hour jusqu'à 20h. Bar pas très cher. Ok, ça me va. Je prends la direction. Je suis à pied. Et il me dit, voilà le chemin pour y aller. Je l'ai fini, mais après, vous vous dirigez quoi. Un tout petit compliment. Là, pour l'instant, c'est assez simple. Nous, on a scrappé les guides les plus importants de Paris. Donc, on a fait un énorme travail de scrapping pour vous sélectionner déjà les meilleurs bars. Pour l'instant, on a notre propre algorithme qui classe les bars. Et ensuite, vous pourrez vous-même ajouter des bars dans vos favoris, partager les bars avec vos amis, et ensuite rajouter vos propres notes pour qu'on affine notre algorithme. Dites-nous ce que vous pensez. Si vous êtes 1000 à trouver que c'est nul, on sera trop content, on prendra tous vos feedbacks et on fera une app qui défonce.
Et l'app sera bientôt, je pense, sur Apple Store et sur Android. Merci. C'est un vrai projet? Ok, super. Ouais. Alors, si j'avais reçu 1 euro à chaque fois que j'ai eu ce pitch, je serais richissime. C'est le pitch le plus courant du monde, mais c'est la première fois que je trouve une exécution stylée, et c'est la première fois que je suis surpris. Je trouve que c'est la façon de le faire. Je sais pas si ça va marcher, mais bravo. Bon, alors du coup, tout le monde est passé. Donc c'est fini. Voilà, bêtement. Non, mais je voulais quand même une dernière fois remercier Oussama qui a eu la gentillesse de venir faire le juge et remercier The Family de nous avoir accueillis pour ce Démo Day. Et du coup, on vous donne rendez-vous pour le Démo Day de la prochaine promotion dans 9 semaines. Et je pense que ce sera aussi bon. Voilà, merci à tous.